Once à 7h45 et 8h55, Marion Lanfranchi. Et Frédéric Bertocchini vous donnons rendez-vous dans Ousguard, où tous les jours un invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse. Une interview sans concession du lundi au vendredi. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous accueillons Maître Jacques-Louis Colombani. Bonjour. Bonjour Maria. Vous êtes avocat. On va parler de l'actualité tout au long de cette semaine et notamment d'un fait d'actualité qui est en cours d'enquête et d'analyse en Corse. C'est lié au harcèlement scolaire au collège de Bonifacio. Il y a une enquête qui a été menée suite à un cas présumé de harcèlement scolaire. Vous vous êtes beaucoup intéressé à cette question du harcèlement et de sa répercussion dans la société. Oui, je m'y suis intéressé effectivement, mais sous le prisme de l'outil, entre guillemets, médias sociaux, Internet, comme moyen de commission d'actes de harcèlement. Je m'y suis intéressé effectivement, oui. Beaucoup. Donc il y a un mécanisme, ça veut dire qu'il y a un mécanisme qui se construit autour de ce harcèlement, un mécanisme sociétal. Tout à fait. Sociétal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que dans la relation de harceleur à harcelé, il y a un jeu qui est automatiquement ritualisé et qui peut même se mettre en équation, en algorithme, avec des façons de jouer sur les peurs, sur les crispations, sur le manque de recul de la victime par rapport à ce qu'il peut voir comme image passer. Le harcèlement est un phénomène qui existe de toute éternité. Les médias sociaux lui ont donné, par contre, une dimension, oui, pour le coup, qui peut être sociétale, complètement. Avant, le harcèlement s'arrêtait aux portes de l'école. Aujourd'hui, il est dans la rue, il vous poursuit jusque chez vous, y compris la nuit. On a vu des choses terribles qui sont racontées par les enfants ou les adolescents victimes de harcèlement, ou même les adultes d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut dire qu'avant le harcèlement s'arrêtait aux portes de l'école. Peut-être que le harcèlement était moins su, mais parce qu'on n'avait pas, il y a un chiffre noir très important. Parce qu'on n'avait pas les capteurs, les moyens de détection qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a le mérite d'en parler et de mettre en place des politiques de prévention qui sont vraiment salutaires, de mon point de vue. De prévention, donc déjà d'identifier le problème pour l'entourage, c'est déjà une première victoire. D'identifier le problème pour l'entourage. Vous voulez dire la famille du harceleur et la famille du harcelé. C'est-à-dire qu'il faut savoir ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez soi. Est-ce que son enfant souffre? Est-ce qu'on est capable de le voir? Pas facile. Hein, parce qu'on est pris dans nos métiers, on est pris dans nos vies, on est pris dans nos... Voilà. Dans ce monde... Dans ce monde qui, encore une fois, de mon point de vue, fabrique plus des individus que des citoyens. Hein. Et puis détecter que son parent, son proche, son enfant est un bourreau. Regarder les choses en face, ouvrir les yeux, ça suppose une certaine responsabilité, un certain recul, une certaine exemplarité que l'on voudrait voir dans chaque famille. Et un certain courage aussi. Certainement. On parlait de ce phénomène du harcèlement scolaire. Comment, où est-ce qu'on situe le curseur d'une situation de harcèlement à une situation de dispute, de bagarre, de... Dans la notion de harcèlement, il y a la notion de répétition et de mise en danger de la sécurité de la victime. Sécurité, santé physique, santé mentale, par un espèce de jeu qui pourrait ressembler au supplice de la goutte d'eau. Tic, 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 toujours la goutte d'eau qui tombe au même endroit régulièrement, et avec des petits messages anodins, avec un profil de manipulateur un peu narcissique comme ça, qui est gentil, mais qui est à la fois poursuit un dessein qui est de chosifier l'autre, en fait. Et lorsque, de mon point de vue, cette répétition et la mise en danger finalement psychique ou morale
ou même physique, est en cause. Lorsque le harceleur veut obtenir un effet, c'est-à-dire une remise d'objet, une remise de valeur, ou bien même la commission d'actes, eh bien là, on peut être en présence d'un cas de harcèlement. L'objet du marchandage, après, est aussi divers qu'il peut y avoir de situations de harcèlement qui, à mon avis, doivent être toutes individualisées. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos enfants, puisqu'on parle du harcèlement scolaire, sont devenus plus monstrueux qu'avant et que leur rôle dans la société, monstrueux entre guillemets, évidemment, vous disiez hors micro, en fait, les enfants, ils ont toujours plus besoin d'avoir plus de choses, plus. Est-ce que ça peut conduire à ce mécanisme intellectuel où finalement on n'a plus de limites ? Le monstre. Le monstre. Ah, le monstre. Le monstre. Non, mais c'est une vraie question philosophique que vous posez là. Parce que le monstre, en fait, il a toujours existé. Depuis Léviathan de la Bible, qui est ce monstre qui vient manger tout ce qui dévie par rapport à l'ordre social, en passant par l'Antiquité, avec les pauvres marins qui étaient jetés de Caribe à Scylla, parce que il y avait des déesses boulimiques qui mangeaient tout ce qui passait à leur portée, jusqu'à la vampirologie, et en passant par Frankenstein, qui est un monstre. Et puis, le monstre récent, là, tout commun, c'est Elephant Man. Eh oui. Et en fait, le monstre dans Elephant Man, il revendique, finalement, son individualité. Et aujourd'hui, considérer que nos enfants sont des monstres, pour aller sur votre question qui est vraiment, encore une fois, qui va loin, quoi. Considérer que nos enfants sont des monstres, c'est mettre en question sa propre œuvre de création. Qu'est-ce que c'est un monstre ? Notre enfant, est-ce que c'est un citoyen ou est-ce que c'est un individu qui est boulimique et qui est plein de droits et qui est tellement résistant finalement à la frustration qu'il impose par force sa volonté aux autres et qui devient de ce fait-là harceleur. Est-ce que l'intégration à l'école, puisque vous êtes si attaché à l'école, quand on enseigne la langue à l'école, on enseigne aussi les valeurs qui sont véhiculées par la langue. Eh bien, lorsqu'on enseigne le vivre ensemble à l'école, on fait passer aussi quelque chose dans l'ADN, dans la construction du citoyen. Jusqu'ici, nous étions à l'école de la République, des citoyens. On va parler de statut fiscal aujourd'hui et notamment de législation sur le foncier, sur les acquisitions foncières. Alors on sait que c'est en débat depuis longtemps et notamment depuis que la majorité nationaliste est arrivée à la tête de l'Assemblée de Corse. Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée de Corse, réclamait donc une taxation pour les résidences secondaires des non-corses. Il apportait pour ça plusieurs pierres à son moulin. Jacqueline Gouraud, la ministre, a répondu que ce n'était pas possible, faute d'égalité des citoyens devant l'impôt. Votre sentiment, en fait, de juriste ? Mon sentiment de juriste. Mon sentiment de juriste sur cette saillie de notre Madame Corse et sur la délibération de l'Assemblée territoriale est un sentiment de fascination devant l'imagination de nos politiques. Voilà. Moi, je sais que j'ai lu avec attention le rapport sur lequel s'appuie Jean-Guy Talamone pour émettre sa proposition. Après tout, on peut imaginer que la collectivité un jour puisse avoir son mot à dire sur la répartition de l'effort public dans l'île. C'est pas une position iconoclaste, on va dire. C'est pas un souhait iconoclaste. Ce rapport, puisque vous dites que la question du statut fiscal en fait revient depuis l'avènement de la majorité nationaliste, ce rapport, il a été voté à l'unanimité. À l'unanimité. C'est-à-dire que l'agence
de l'énergie et le rédacteur du rapport ont réussi un truc super rare en Corse, c'est d'avoir l'unanimité des suffrages. Tout le monde a reconnu le fait que la question du foncier en Corse posait un problème, et quand on a des chiffres de construction par habitant au mètre carré qui sont 5 fois ceux du continent, ça peut poser question. Le rapport, pour le coup, ne pose aucune polémique, il est purement factuel. Alors le rapport, voilà, c'était celui qui a été présenté par Jean Biancucci, le rapport dont vous parlez, qui disait qu'aujourd'hui les Corses finalement n'arrivent plus à se loger, qu'il y avait certaines zones qui étaient exclues. Alors effectivement, il a été voté à l'unanimité sur le constat. Par contre, sur la méthode pour agir, il y a des positionnements quand même différents. Alors, il y a une question de méthode, incontestablement. Ça, oui, il y a une question de méthode. Alors, sur la méthode, moi, je ne me positionnerai pas parce que je suis extérieur, mais quand même, c'est plus facile de construire des murs que de construire des ponts. Brandir le bouclier de l'égalité devant l'impôt, je trouve que c'est oublier quand même un peu vite que le premier statut fiscal de la Corse, il remonte à la Convention, que la Corse a toujours été une île entourée d'eau de toutes parts, avec des problématiques particulières, et que pour compenser un certain nombre de particularismes liés à l'insularité, pour obtenir des effets aussi en matière de continuité de l'État. Tous les gouvernements depuis la Révolution, puis que la Révolution corse est venue mourir dans la Révolution française, hein, si on veut remonter à cet épisode-là, hein, et pas plus haut pour ce qui me concerne, eh bien, tous les gouvernements ont pris en compte la spécificité de la Corse. Et ça, en termes de méthode, j'attends toujours le fameux calendrier que le ministre est venu nous promettre il y a 2 ans, 3 ans. Concernant le statut fiscal. Voilà. Donc c'est une question maintenant de méthode, effectivement, et d'effets à atteindre. Voilà. Et je trouve que l'idée de présenter la Corse, quand vous regardez les notes fiscales spécialisées de certaines revues juridiques, où on vous dit investir en Corse, point d'interrogation, parce qu'il y a des niches fiscales, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. S'il y avait un moyen de dire que finalement le but à atteindre, ça n'est pas forcément une niche fiscale pour des placements extérieurs, je pense que le président Talamone, il n'aurait pas fait autrement. Le statut de résident, discriminatoire ou nécessaire ? Le statut de résident, discriminatoire ou nécessaire ? Vous avez 5 minutes. Ouais. D'abord, je voudrais bien, par question de méthode, définir les termes. Le statut de résident, de quoi on parle ? De qui on parle ? Le statut de résident, c'est avoir une obligation de résidence depuis 5 ou 10 ans. Ça reste à fixer selon les endroits pour pouvoir acquérir une propriété en Corse. J'entends. C'est une définition proposée. Mais il faut voir celle qu'on va retenir à la fin du débat. Si on en retient une, d'ailleurs. Je crois que la Corse, depuis l'Antiquité, corsise. Je crois que la Corse pratiquait la République dans l'Antiquité. La notion
d'organisation de l'État en Corse et de la vie en collectivité n'est pas nouvelle. Et avant 1789, il y avait en Corse des actions politiques construites pour faire que ce vivre ensemble soit, on va dire, le plus harmonieux possible, avec des gens qui vivent sur l'île à l'année et des gens qui, comme de très nombreux Corses d'origine, vivent ailleurs, pas forcément sur le continent d'ailleurs. Alors, discriminatoire ou nécessaire, à qui viendrait-il l'idée de remettre en question, dans ces termes, le statut de l'Alsace? À qui? Les députés qui font la guerre au particularisme, disons, hérité de l'histoire de la République en Corse, sont souvent en provenance de régions qui elles-mêmes sont héritières d'une histoire qui est la leur. Et ça ne viendrait à l'idée de personne de remettre en question cela. L'Alsace, je rappelle, a une collectivité territoriale qui n'est plus souchée au droit français, qui est une collectivité territoriale européenne. C'est déjà un particularisme qui est tout à fait respectable dans une vision... On a vu d'ailleurs les députés corses nationalistes prendre l'exemple de l'Alsace pour réclamer certaines, notamment dans le cadre de la loi montagne, etc., pour réclamer certaines avancées. Bien sûr, mais il n'y a pas que l'Alsace. Je veux dire, la logique républicaine a été, pourvu que les gens respectent l'ordre républicain, de laisser perdurer les langues régionales, les façons de pratiquer la religion, à partir du moment où les gens adhéraient à l'idéal révolutionnaire, on va dire, de l'époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est discriminatoire que de préserver l'écosystème d'une région ou d'une autre? Vous remarquez que tout autour de la République, tout autour de l'Île-de-France, à la périphérie, on va dire, de la République, c'était l'objet de mon travail de mémoire il y a quelques années sur les libertés publiques à la périphérie de la République. J'avais pris l'exemple de la Corse. Tout autour de la République, il y a des zones comme ça. Vous en avez dans le Jura, vous en avez à la frontière italienne, vous en avez à Nice, vous en avez un petit peu partout des statuts comme ça, tout à fait particuliers. Je ne parle pas des territoires ultramarins. Parce que le législateur avait voulu très tôt prendre en compte un certain nombre de sujets, hérités eux-mêmes d'une histoire qui est propre à chacun des territoires. Alors, est-ce que c'est discriminatoire que de vouloir préserver un écosystème? Moi, je pense que la question est la réponse est dans votre question, quoi. Non, je pense que tout est histoire d'équilibre. Et je ne peux pas me laisser enfermer dans le mot discrimination. Parce que je ne peux pas admettre qu'au nom de la non-discrimination, finalement, je dois renoncer à mon identité. On va parler de la violence faite aux femmes. Plus de 100 féminicides en France, beaucoup de féminicides en Corse aussi. Aujourd'hui, on en parle. On avait l'impression d'être épargné par ça en Corse, mais ça n'était finalement qu'une illusion. Ça me laisse perplexe. L'approche me laisse perplexe. Vraiment. Je trouve que
c'est toujours le rapport du fort et du faible. Et l'égalité, de mon point de vue, postulerait que l'on dénonça toutes les formes de violence. Déjà sur le thème féminicide, est-ce que vous pensez que c'est important d'identifier cette violence-là? De toute façon, on a décidé de faire un observatoire. Et c'est qu'il y a, avant, il y a toujours cette commission violence faite aux femmes, des associations extrêmement actives, qui ont bien cerné le phénomène, qui apportent de l'aide aux personnes victimes. On a encore cette récente affaire dramatique pour souligner le trait. Et encore, malheureusement, on n'est pas épargné par le fléau on prend la France comme cadre de référence, mais en la matière, comme avocat faisant appliquer la Convention de Genève à Paris régulièrement, à la Cour nationale du droit d'asile, je vois régulièrement des mariages forcés, des infibulations, des excisions et des protections accordées par la France à des femmes qui sont littéralement considérées comme des objets de vente ou de traite, objets d'échange entre les familles, pas pour les mariages forcés, objets que l'on prive du plaisir en les mutilant atrocement, je veux dire. Alors, de mon point de vue, toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient, posent un problème, quoi. Je veux dire, c'est évident. Et de mon point de vue, chaque cas est différent. Voilà. Mais nécessite une réponse adaptée, une réponse rapide. Aujourd'hui, les associations de défense des femmes disent il y a des idées qui sont émises, cet observatoire qui est mis en place par l'Assemblée de Corse, cette réquisition des logements à Ajaccio pour abriter les femmes, mais ça ne va pas assez vite. Vous me posez un vrai... non pas un cas de conscience, mais... vous ouvrez des vraies portes de réflexion, sincèrement. Parce que j'aimerais qu'on trouve la réponse pour immédiatement enlever du cœur de l'homme les velléités de faire du mal à l'autre. J'aimerais qu'on trouve ça. Que ça soit en philosophie ou en prière pour ceux qui croient, j'aimerais que tous les gars du monde se donnent la main et qu'on soit tous frères et tous potes et que ça se passe bien tout le temps. Malheureusement, l'homme... On n'a pas encore trouvé la potion magique. Malheureusement, des fois si. Dans certaines communautés où les gens ont la citoyenneté pour le coup chevillée, où ils ont conscience du fait que l'autre est un être plein de spécificités, où l'autre est aussi aimable que soi-même finalement, et où l'autre, même s'il pense différemment, il peut avoir droit d'exprimer ses idées ou d'être ce qu'il est, de partir du foyer à la limite, d'avoir un autre amant, d'avoir envie de manger des petits pois plutôt que des pommes de terre, et pas de se prendre la casserole sur la tête parce que elle a mangé derrière l'homme qui doit nécessairement, par conception, par construction, manger en premier. Bon, la tradition véhicule parfois des horreurs, véritables horreurs. Ces histoires de machisme et de chosification de l'autre me révolte. Mais alors, aller plus vite, mais aller plus vite pour aller où? Je veux dire, si on doit devenir liberticide pour aller plus vite, de mon point de vue, on ferait le jeu des bourreaux. Véritablement. Je pense qu'il faut aller avec mesure, fermeté, détermination, mais que l'intervention de la justice, malheureusement,
elle est souvent a posteriori et bien tard. Ça rejoint finalement la problématique du harcèlement à l'école avec laquelle on avait commencé. C'est à l'intérieur des foyers qu'il faut placer le fait que l'autre est un autre homme, au sens de la déclaration universelle. Oui. On parle de cette violence faite aux femmes, de ces féminicides. Souvent, les enfants sont témoins, voire victimes de ces violences aussi, et se pose le problème souvent de l'autorité parentale en attente d'un jugement pour violence. Est-ce que selon vous, c'est une question d'actualité qui se pose auprès de beaucoup de politiques aujourd'hui, est-ce que selon vous, il faut enlever cette autorité parentale avant même que le père soit jugé pour violence à partir du moment où il y a des faits qui sont constatés, ou est-ce que ça pourrait aller vers des lois liberticides aussi? J'ai pas suivi le détail des discussions législatives en la matière. Je suis attaché à la présomption d'innocence, mais je sais aussi que les travailleurs sociaux, l'ASE, sont parfaitement au courant de certaines situations et interviennent tous les jours pour désamorcer des conflits. Là, l'expérience me montre que l'intérêt de l'enfant est souvent le fer de lance de guerres impitoyables qui peuvent se terminer effectivement de façon dramatique, et pour les enfants et pour les parents. Les enfants étant toujours, malheureusement, sacrifiés lorsqu'ils sont les enjeux d'un conflit entre les parents, où l'un a décidé de se servir des enfants comme mot d'échange, ou comme moyen de pression, ou comme balle de ping-pong. Et ça se termine souvent très 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 mal, ou en tout cas les enfants sont impactés pour le restant de leur jour. Voilà. Alors, priver quelqu'un de son autorité parentale... On a vu par exemple ce cas des 3 enfants qui ont vu leur père abattre leur mère sous leurs yeux, et aujourd'hui il y a une bataille juridique parce que ce papa, il a toujours l'autorité parentale puisqu'il n'est pas jugé, donc il est présumé innocent, et la grand-mère du côté maternel qui veut récupérer les enfants dans l'attente du jugement. Selon vous, on fait quoi dans ces cas-là? Je n'ai pas vu le dossier, donc je ne pourrais pas me prononcer sur un dossier que je n'ai pas lu, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas étudié. C'est pas possible. Ce que je peux dire, c'est que chaque cas, encore une fois, est différent. Parce que si on n'est pas dans une casuistique individualisée, on rentre dans une logique statistique qui, personnellement, me fait horreur. C'est-à-dire que quand on décrète par effet politique, et vraiment, c'est une réflexion que je me fais depuis plusieurs années, quand on décrète par effet politique que le JAF, juge aux affaires familiales, est finalement une instance mineure à laquelle on peut aller sans avocat, avec la tentation pour le juge de se transformer en super médiateur et de proposer même des solutions aux uns aux autres, etc. Eh bien, quand on réduit la problématique du JAF à la pension alimentaire, et que finalement on regarde les ressources de monsieur, les ressources de madame, le RSA d'un côté, et puis les minima sociaux de l'autre, ou un gros salaire, un petit salaire, une prestation compensatoire calculée au bout, etc. De mon point de vue, on massifie en quelque sorte le contentieux qui se transforme en gestion des flux, et on pose la question du coût de la justice. Mais pour moi, la justice, elle n'a pas de prix. Vous comprenez ? Elle n'a pas de prix, et le traitement individualisé de l'affaire familiale n'a pas de prix non plus. Parce que le droit de visite sur un enfant, la résidence de l'enfant,
Le droit de décider si il va porter une kippa, il va aller à la mosquée, à l'église ou au temple ou je ne sais où, ne pas être baptisé, c'est une décision qui se prend à deux. Ce sont des décisions qui se prennent à deux. C'est ça l'autorité parentale. Et ça ne dépend pas des revenus de monsieur et de madame. Ça dépend d'un concert singulier, d'une discussion qu'il faut avoir. Après un échange qui peut durer plusieurs mois, plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus parental, parce que on peut être séparé dans la vie et puis rester parent toute sa vie, et avec des devoirs et des obligations vis-à-vis de l'enfant, parce qu'encore une fois, tout ça c'est construit, la déclaration des droits de l'enfant, elle est construite dans l'intérêt de l'enfant. Et encore une fois, c'est le travers de la statistique dans la gestion de la justice. Les actuaires, de mon point de vue, n'ont rien à faire, ou en tout cas doivent rester à leur place dans ce qui est de l'effet des décisions de justice. C'est très très important de laisser la place au traitement individualisé. La question que vous m'avez posée, est-ce qu'on doit retirer comme ça, sans débat, l'autorité parentale à un conjoint, parce que je ne vais même pas stigmatiser un homme, là pour le coup, je vais prendre un mot valise, générique. Est-ce qu'on doit retirer l'autorité parentale à un conjoint, parce qu'il y a des femmes qui tuent leur mari, hein. On a plusieurs cas récents. Est-ce qu'on doit retirer l'autorité parentale à un conjoint, un parent, qui a tué l'autre et avec un impact sur les enfants? Je pense que dans les cas où ça se prête, c'est déjà fait, ça existe. Donc ça ne sert à rien, de mon point de vue, de réinventer la bicyclette. C'est déjà fait. Est-ce que... Il faut légiférer là-dessus? Pas forcément, c'est du cas par cas. De mon point de vue, c'est dangereux de légiférer là-dessus. Parce que le droit s'applique déjà. Voilà. Aller vers une législation qui met les gens dans des boîtes et dans des catégories et qui épargne l'instruction d'un dossier, pour moi, c'est aller dans une justice qui s'automatise, qui se robotise et qui devient dangereuse. On va parler, on a parlé quand même de cette justice d'exception. On a bien compris que c'était quelque chose qui ne vous convenait pas du tout, cette justice d'exception, avec des juridictions d'exception, avec aussi pour les Corses les fameux fichiers Fidget. Il y a beaucoup de gens qui refusent de se soumettre au fichier Fidget. Il y a même certains juges maintenant qui ne demandent pas le placement en fait de certains détenus ou anciens détenus sur ces fichiers Fidget, mais sur le fondement de ce fichier, qu'est-ce que vous en pensez? Les fichiers, c'est jamais bon? Alors, vous avez dit le fichier Fidget, c'est pour les Corses. Non, c'est pas fait pour ça à la base. Ça a été fait en 2015 ou 2016, il me semble, suite aux différents attentats. Ça a été fait pour les djihadistes. Donc, bon, j'allais dire, c'est un fichier de plus. La question de l'informatique et des libertés, bon, on attend effectivement la suite du refus de placer dans ce fichier un militant nationaliste par un juge, il me semble, d'application des peines de Paris. On attend la décision d'appel. Moi, je l'attends avec intérêt. Hein. J'en ai pas connaissance à ce jour. Ça a été créé par les djihadistes, mais oui. Pour les djihadistes, mais aujourd'hui, les nationalistes corses subissent ces fichiers. Oui, puis ils refusent régulièrement de se laisser inscrire dessus, d'exécuter les obligations qui découlent de l'inscription.
C'est qu'à un moment donné, il était même question de donner des informations aux collectivités territoriales. Hein, ça allait très très loin dans le signalement de l'individu finalement, euh, qui est stigmatisé comme étant un personnage susceptible de porter atteinte à la... Un terroriste. Oui, enfin, de commettre des actes terroristes, voilà, d'une certaine nature, on va dire, connotés d'une certaine nature. Je veux dire, la tentation des fichiers, elle est aussi vieille que l'État. La tentation de l'unification des fichiers dans une seule main, elle est aussi vieille que la dictature. Le despote éclairé qui est aujourd'hui gardien de l'ordre public, enfin depuis la conception révolutionnaire et non pas proudhomienne où c'est finalement le libéralisme au sens non pas économique mais politique qui fait que finalement les choses se régulent d'elles-mêmes. Je pense que le despote éclairé a eu toujours la sagesse d'avoir plusieurs polices et plusieurs listes d'individus défiants. Et c'est un gage finalement de cette multiplicité des sources d'information pour le pouvoir, c'est un gage de cloisonnement et de respect des libertés individuelles, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Donc, informatique et liberté, fichage et liberté, pour éviter de tomber, de ce dont on parlait, le traitement statistique finalement de l'individu qui est mis automatiquement dans une case, et avec les effets d'amalgame qui sont dénoncés par les personnes concernées par ce fichage actuellement, hors de ce pourquoi la liste a été créée. C'est une question informatique et liberté. La CNIL a émis un avis, hein, d'ailleurs, sur le sujet, et ça n'avait pas posé de difficulté à l'organisme que d'établir une liste des personnes qui commettaient ou étaient susceptibles de commettre des attentats avec des fondements idéologiques comme ceux dont vous avez parlé. Je crois que peut-être l'attitude de certains des militants nationalistes, l'attitude judiciaire, la réponse des magistrats. Je sais que le syndicat de la magistrature avait pris des positions sur cette question, était attentif au traitement informatisé des données personnelles relatives à certains individus. Eh bien, je crois que cette attitude pourrait donner une jurisprudence protectrice des libertés. Ça serait bien. Donc on parlait de ce fichage, de ces fameux fichiers FIDGET, créés donc dans la loi il y a de cela 2 ans, je crois, un peu plus, oui. 3 ans. Ces fichiers FIDGET, alors il y avait eu une première mini-victoire que vous évoquiez un petit peu, et puis il y en avait eu une autre avec cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité, et ça avait été acquiescé par un juge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert ? Alors, la question prioritaire de constitutionnalité, avant tout procès, permet à un plaideur de soulever le fait qu'une disposition de la loi peut porter atteinte à la norme suprême dans ce pays, qui est quand même en dessous du traité de l'Union européenne, et de certaines lois de police internationales, mais quand même, la Constitution étant le socle de l'organisation ordonnée dont on parlait précédemment,
eh bien, lorsqu'une disposition législative est susceptible de porter atteinte à des libertés qui sont garanties dans le socle de principes généraux du droit, supraconstitutionnels ou constitutionnels, tels qu'ils sont inscrits dans la norme supérieure, désormais tout plaideur a le droit de soulever ça avant le procès pour dire au juge de se prononcer avant d'appliquer la loi au cas qu'on lui soulève, et bien de se prononcer sur la compatibilité de cette disposition avec la norme supérieure. Et donc si le juge de la constitutionnalité effectivement conclut qu'il y a un problème, eh bien c'est un moyen habile de faire juger que effectivement une loi n'est pas faite pour obtenir l'effet qu'on voudrait lui faire obtenir. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire que vous évoquez. Ça n'a pas été tranché pour l'instant, mais en tout cas, il y a un juge d'instance qui a transmis le dossier. Donc ça veut dire que quand même la question se pose. La question, si la question a été posée, c'est que les conditions pour la poser étaient réunies. Parce que les conditions pour poser une question prioritaire de constitutionnalité sont assez comment dirais-je, strictes. Il faut que, notamment, la question ne se soit jamais posée dans les mêmes termes avant. Et Dieu seul sait si la question de l'informatique et de liberté n'est pas nouvelle. Mais il y a un sujet. Il y a un sujet et on attend. Sur les juridictions d'exception, que ce soit la GIRS, la police antiterroriste, on sait que la profession que vous représentez n'est souvent pas d'accord avec ces juridictions d'exception. Alors écoutez, moi je ne représente pas la profession. Qu'on soit bien clair. Je représente ma cabine téléphonique. Et nous sommes des éléments d'un système ordonné de justice. Et nous sommes des individus qui exerçons notre métier avec un certain nombre de lumières qui sont l'indépendance, la probité, les mots de notre serment, et surtout, je veux dire, oui, indépendance, c'est important. Donc, vous pouvez me poser la question et je vais essayer de vous donner mon point de vue, mais je ne représente pas la profession. La profession a pris position avec diverses instances. Il y a le Conseil national des barreaux, la FNUJA, le syndicat des avocats de France, j'en passe. Spécialiser le contentieux, c'est une tendance. C'est une tendance générale, ça ne concerne pas que la GIRS. Spécialiser les juridictions, c'est finalement mettre le contentieux dans des algorithmes pour permettre un traitement plus rapide des flux. En fait, c'est une approche statistique des choses. Voilà. Et, moi, plus rapide, pas forcément plus efficace, parce que les affaires résolues qui sortent de ces juridictions... Non, mais je ne parle pas d'efficacité, je parle de méthode, d'approche du phénomène judiciaire, alors qu'il soit pénal ou civil. On parlait de la déjudiciarisation du juge aux affaires familiales ou de l'hyperjudiciarisation, au contraire, du pénal. Moi, je pense qu'il y avait une division qui permettait l'individualisation du traitement. Et je pense que l'hyperspécialisation pourrait avoir un effet un peu paradoxal par rapport au but à atteindre, qui est de toute façon celui d'un meilleur traitement. Ça, c'est pas à mettre en cause,
Cet effet paradoxal serait qu'une juridiction hyper spécialisée sur un point donné oublie ou ne voit pas, ou ne sache pas voir, ou ne puisse pas voir, par compétence d'attribution, un autre point du dossier qui relèverait d'une autre spécialité technique. C'est-à-dire que la division en tribunaux de grande instance avec une universalité de compétences coûte cher, mais si la justice n'a pas de prix, et cette universalité de compétences avec des magistrats qui pratiquent toutes les matières, avec des chambres spécialisées peut-être, mais permet un accès à la justice à l'ensemble des citoyens. Et non pas un traitement actuaire d'un flux d'individus. C'est une histoire de philosophie. On va parler langue corse aujourd'hui, avec donc co-officialité, bilinguisme. Ce sont des termes que l'on oppose souvent. Selon vous, il faut les opposer ou au contraire, l'un peut conduire à l'autre? C'est un débat compliqué. C'est un débat compliqué. La langue corse, selon vous, elle doit s'apprendre où? À l'école? C'est vraiment tout le cœur du débat. Moi, je me souviens d'une soirée. Dans une cave ajaxienne, où on discutait effectivement avec une association, une espèce de think tank local pour lequel j'ai beaucoup d'affection. On parlait de cette problématique de la langue corse, etc. Et j'avais donc une jeune personne qui était là à côté de moi. Et c'était très étonnant de l'entendre parler, puisque j'avais l'impression d'être dans mon village maternel, en fait. Et donc je lui ai demandé très gentiment, si elle avait appris, si elle était de mon village maternel. Et elle m'a dit non, pas du tout. Moi, j'ai appris le corse à l'université. Et ça m'a interpellé quelque part. Parce que l'accent qu'elle avait, c'était un accent qui n'était pas anodin. Vous voyez ? Pour être né à l'étranger, vous savez, pour avoir vécu avec la diaspora d'une certaine Corse, d'une certaine époque, du temps du mémorial des Corses, où il y avait un bouquin comme ça, des Corses du monde entier, il y avait leurs photos, leur emploi, c'était un vrai réseau social, hein, le fait d'être Corse dans les années 50. Les Corses recréaient leur village là où ils étaient. Et on parlait corse à la maison. Donc, je suis la génération de parler Mugurtz in Casa Nostra. C'était la doctrine, si je puis dire, de l'époque. Hein. Et aujourd'hui, on apprend le corse à l'école. Et ça pose un problème parce que, pour moi, il n'y a pas un Corse, il y a des Corses. Il y avait plusieurs patois en Corse. Et on ne peut pas faire l'uniformisation. Et on ne peut pas faire l'impérialisme du Corse de telle région sur le Corse de telle autre région. Ça me paraît compliqué à faire, sauf à faire du colonialisme encore interne alors. Ça me pose une difficulté. Je suis un peu comme Swift là dans Gulliver's Travels. Je crois que c'est important de regarder le microcosme comme un tout en fait aussi important que l'univers entier. Et l'équilibre à l'intérieur de la langue corse et de ses
pratiquant doit être régulé d'abord par la cellule familiale. Alors avant de parler de co-officialité, je crois que le préalable déjà c'est d'arriver au bilinguisme de gens qui veulent pratiquer cette langue entre eux et en communauté. Et puis qui ne sont pas forcément d'ailleurs d'ascendance corse jusqu'au XIVe siècle. Hein. Je veux dire, c'est pas de ça que je parle. Hein. Je parle de gens qui s'appellent Dupont, Durand, Colombani ou je ne sais quoi, et qui parlent corse. Parler de la langue corse, vous disiez, le premier pilier en fait de cette langue corse, c'est la cellule familiale. Pas forcément par l'école pour cet apprentissage. Et pourtant, le français, il a été imposé par l'école. La langue française. Alors, la langue française a sûrement été imposée par l'école. C'est vrai que dans notre génération encore, quand on rentrait à la maison et qu'il n'y avait pas d'invités, on parlait corse. Et même si on était à des milliers de kilomètres d'ici, hein, je veux dire, c'était voilà, quand on rentrait, qu'on allait voir nos grands-parents, les discussions se faisaient communément dans cette langue. Mais sur la cohabitation des langues, moi je ne fais pas de crispation depuis que j'ai vu fonctionner finalement les Britanniques. En Grande-Bretagne, il y a autant de langues finalement qu'il y a de communautés, écossais, irlandais, anglais, et autant de gaéliques finalement qu'il y a de sous-régions, etc. Et ça pose de problème à personne, mais à personne. L'anglais étant une langue communément parlée, mais pour délibérer à l'Assemblée, eh bien, si il n'y a pas de langue obligatoire, on doit parler la langue qui est la plus communément comprise autour de la table. Et si tout le monde parle gaélique, on pourra délibérer et statuer en gaélique. Ça pose aucun problème aux Britanniques, ça, de laisser cohabiter une langue un peu dominante comme ça, qui sert de trait d'union, qui est enseignée à l'école de façon dogmatique, on va dire obligatoire, et des idiomes qui sont considérés comme des langues et qui font toute la spécificité de l'agrégation des peuples en Grande-Bretagne. C'est cette approche-là que je trouve assez intéressante. Et finalement, la génération dont je vous parle s'accommodait assez bien de la cohabitation du français et du corse. Si vous écoutez les paroles des chansons ajaxiennes des années 50, mais il y a de quoi mourir de rire, parce qu'on mélange allègrement l'ajaxien qui est en train de se perdre et le français pour arriver à des histoires. Lisez Noël Rocchiccioli. Écoutez-le. Est-ce que la crispation, finalement, ne vient pas du fait que la langue fait peuple et que ça, l'État n'en veut pas? Excusez-moi. La langue fait peuple et que si la langue corse a un statut, il y a forcément un peuple corse qui existerait derrière et que ça, l'État n'en veut pas. Moi, je pense que si les gens continuent à parler corse, que l'État reconnaisse ou pas, on est devant un fait juridique. Si vous chantez Tchoucharel à vos enfants quand ils s'endorment, vous avez une chance pour qu'il reste quelque chose qu'ils transmettront à leur tour à leurs enfants, etc. Si les gens se reconnaissent dans une conversation intime qui se fait dans cette langue, lorsque ma maman Là, on parle pour les Corses natifs, pour les corsophones natifs. Mais c'est quoi un Corse natif? Un corsophone natif, pardon. Mais les gens qui arrivent, la langue corse peut être considérée comme un ciment, donc ils doivent avoir les moyens de l'apprendre. Enfin, comment dirais-je? Moi, je parle bambara.
mais je ne suis pas Djoula. Je ne suis pas... comprenez? Il y a des gens qui sont parfaitement à l'aise en japonais, sans être forcément japonais. Je veux dire, c'est une des composantes, mais je veux dire, si dans les familles on entretient la langue corse parce qu'elle fait partie d'un mode naturel de communication, lorsque ma pauvre mère, a cessé de parler français et elle a commencé à parler corse dans sa langue, dans la langue qu'elle me parlait quand j'étais enfant, elle est partie, elle a quitté ce monde. Mais elle a quitté ce monde en parlant corse, la langue de sa mère. Je veux dire, c'est un rapport intime qu'on a avec une façon d'exprimer, de concevoir, de rêver, de se projeter. Ça ne se décrète pas de penser en corse, de parler corse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Il faudrait qu'on enlève un bout de son ADN. Alors, natif, moi je suis né en... Mais ça peut s'apprendre. Mais bien sûr que ça peut s'apprendre, évidemment que ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre à plein de titres. Mais si ça ne vit pas dans les familles, et si on parle corse comme on parle anglais ou italien ou je ne sais quoi, une langue exotique, on ne devient pas automatiquement corse. Merci Jacques-Louis Colombagne, merci.